Je voudrais vous poser tout simplement une question immédiate, qui est de savoir, est-ce que vous estimez qu'il y a une tentative d'entrisme de la part des frères musulmans en France? Tout d'abord, une petite remarque. J'ai jamais dit que ce rapport stigmatise les musulmans. Moi, je n'emploie pas souvent le mot stigmatiser parce que ce sont des mots qui ne signifient presque rien parce qu'on ne peut pas vérifier le sentiment de stigmatisation. C'est très difficile. Deuxièmement, le rapport, je remarque que le rapport rapporte des faits qui datent un petit peu. D'accord. Il s'agit de personnes qui n'ont plus d'influence aujourd'hui. Et vous savez que le paysage religieux, à l'image de notre monde, est un paysage volatile qui se déplace vite, de génération à génération. Aujourd'hui, les canaux de communication et la transmission de l'islam passent essentiellement par le numérique. C'est un monde vraiment chaotique, un lieu de désordre religieux. Aujourd'hui, l'encadrement religieux se fait essentiellement en dehors des mosquées, en dehors des organisations. Ça veut dire donc, que pour vous, les frères musulmans, la question des frères musulmans, c'est déjà de l'histoire ancienne? Non, c'est un mouvement très difficile à qualifier parce qu'il est décentralisé, il y a l'organisation, il y a l'idée et l'interprétation de la religion. Donc il y a deux niveaux, l'organisation et l'idée. Mais l'idée, on ne peut pas censurer les idées religieuses parce que ce sont des interprétations de la religion qui échappent à la loi déjà. Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un frère musulman. Quand on dit à quelqu'un « vous êtes frère musulman », il vous dit « je ne suis pas frère musulman ». Donc vous ne pouvez pas assigner une organisation, par exemple, comme frère musulman, alors qu'il ne se revendique pas en tant que tel. C'est très difficile d'avoir une approche rationnelle dans la définition des frères musulmans. Est-ce que c'est difficile aussi pour vous? C'est-à-dire que, au fond, il y a eu et il y a toujours un schisme, par exemple, au sein de l'Église catholique de France. Il y a la plupart des paroisses qui sont affiliées aux évêchés de France. Et puis, il y a eu des églises qui ont fait sécession, en quelque sorte, qui ont refusé le pape depuis Vatican II. C'est le cas, par exemple, en France, d'une paroisse qui s'appelle Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils sont identifiés, ils s'auto-identifient comme les fidèles de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils sont en quelque sorte l'équivalent des intégristes au sein de l'Église catholique française. Est-ce que vous considérez qu'en effet, il y a une part des fidèles, des croyants musulmans en France qui sont intégristes et qui sont affiliés à ce que l'on pourrait appeler l'intégrisme religieux? D'abord, il n'y a pas d'église en islam. L'islam est une religion décentrée et décentralisée. Et chaque communauté, chaque tendance se constitue comme un courant au sein de la communauté musulmane. Il n'y avait jamais, en dehors de l'église, point de salut. Il n'y a pas ce phénomène d'excommunication. Voilà, c'est très difficile. On n'est pas dans le même régime théologique. Ce que je remarque aujourd'hui, on veut combattre le séparatisme d'un côté, d'accord ? Oui. Et de l'autre côté, on veut combattre l'entrisme. Ce sont deux notions opposées. Donc d'un côté, on combat les gens qui veulent se séparer, et puis on accuse les mêmes d'infiltration. Donc vraiment, déjà, la définition est un peu, je dirais, plus qu'ambivalente, il est ambigu. Donc s'ils se séparent, ils sont condamnés. S'ils veulent s'intégrer, s'assimiler, c'est de l'entrisme. Mais ça jette la suspicion. Alors, jeter... sur la première partie de votre démonstration, je vous suis. Mais quand vous dites s'ils veulent s'assimiler, alors on considère que c'est de l'entrisme. Or, là, il semble, d'après ce que décrit ce rapport, qu'il ne s'agisse pas d'assimilation, mais à l'inverse, de pouvoir précisément ne pas s'assimiler aux valeurs, notamment d'égalité entre les petits garçons et les petites filles, par exemple. Oui, il y a la loi. Nous sommes dans un état de droit où le droit s'applique. Je pense que abstraction faite de l'idéologie du citoyen, de sa religion, de ses convictions, je pense qu'on a un cadre assez rationnel qui légifère pour les comportements qui troublent l'ordre public établi objectivement par la loi. Donc pas besoin de loi, pas besoin de davantage de loi. La multiplication de la loi affaiblit le droit. Je pense qu'il y a une inflation juridique. Au lieu d'appliquer ce que nous avons déjà comme loi, nous sommes en train de vraiment de multiplier des lois. Encore faudrait-il avoir les moyens de les appliquer. Parce qu'une loi, pour l'appliquer, il faut mobiliser beaucoup de leviers pour suivre l'application de la loi. Prenons un exemple.
exemple, Tarek Obrou, cette question du voile pour les petites filles, lorsque vous entendez hier Gabriel Attal qui propose d'interdire le voile aux jeunes filles de moins de 15 ans, quelle est votre réponse à cela ? Bon courage, parce que bon, on va pas faire un policier derrière chaque petite fille. Mais au-delà de la question de l'application, est-ce que sur le fond, vous estimez qu'une petite fille a le droit de porter un voile, que c'est souhaitable ou non souhaitable ? Moi, déjà, il y a deux choses concernant le foulard. Ma position sur le foulard, c'est une pratique culturelle et n'est pas cultuelle. Beaucoup de musulmans confondent les pratiques culturelles et les pratiques culturelles. L'islam n'est pas venu pour légiférer pour les vêtements. Il y a la pudeur et chacun traduit la pudeur dans des variables sociologiques en fonction des cultures. Je pense que le foulard, pour moi, au niveau normatif, n'a pas cette valeur que les musulmans aujourd'hui lui donnent actuellement. Deuxièmement, moi je suis contre la limitation des libertés publiques tant qu'il n'y a pas de trouble public établi par la loi. Parce qu'on n'est pas dans l'état on n'est pas dans un pays des mollahs. On n'est pas là pour légiférer les vêtements des uns et des autres. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Comment rester fidèle à notre philosophie du droit, à notre civilisation occidentale? On ne va pas reproduire les mêmes réflexes de nos adversaires, les régimes théocratiques qui légifèrent pour les vêtements des femmes. Je pense que, à part la burqa qui dissimule le visage pour des raisons de sécurité, oui, il y a une raison juridique pour cela. Mais là... Donc vous êtes contre cette législation, mais sur le fond... Non, il n'est pas efficace. Mais au-delà de la question de l'efficacité, je vous repose la question. Vous dites que ça n'est pas nécessaire, c'est une pratique culturelle qui n'est pas religieuse. Il faut faire de la pédagogie. Les imams, ils doivent jouer leur rôle. Mais qu'est-ce que vous dites à des parents qui peut-être viennent vous voir et vous disent « j'aimerais que ma petite fille porte le voile ». Non, je dis c'est pas important. Non, moi je suis contre le fait d'habiller la fille comme ça à 5 ans, à 6 ans... à partir de quel âge est-ce que vous estimez que ça devient la liberté de la petite fille de le faire ou non ? C'est très difficile. Vous savez, quand vous avez des enfants, vous les élevez en fonction de votre culture et votre mentalité. C'est normal. C'est un droit garanti de transmettre les valeurs des parents aux enfants. C'est un droit inaliénable. Maintenant, est-ce que cette éducation contrevient à l'ordre public, au droit? Ça, c'est un autre... Tarek Obrou, vous dites, au fond, les frères musulmans, c'est presque de l'histoire ancienne. D'ailleurs, vous-même... Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit, il y a des faits dans le rapport qui datent un petit peu. D'accord. Les frères musulmans, aujourd'hui, sont en voie de disparition. Ils n'ont plus d'impact aujourd'hui. Parce que j'étais frère musulman, donc je sais de quoi je parle. Et pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous avez arrêté? Parce que idéologiquement parlant, je ne me vois pas dans cette vision de revendication, de visibilité. Donc, pour des raisons théologiques et canoniques, j'ai quitté ce mouvement parce que il n'est plus adapté à notre siècle. C'est une lecture périmée. Donc, j'ai évolué en tant que théologien et canoniste. Et la confusion entre l'islam civilisationnel et l'islam religieux, c'est le nœud du problème de l'islam en général. Ça dépasse les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un mouvement qui a mis en branle, qui a mis en mouvement une théologie politique classique. Les frères musulmans n'ont rien inventé. Le sunnisme, c'est déjà une tendance théologico-politique. Le chiisme également. Donc les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé la pensée classique, mais ils veulent l'adapter par des moyens modernes, tout simplement. Ils ont modernisé les moyens tout en conservant une pensée médiévale. Et effectivement, sur la question politique. Merci beaucoup, Tarek Obrou. J'ai encore une question à vous poser. Je ne sais pas si vous avez vu l'émoi en France autour de la mort du rappeur Werenoi, qui est mort samedi dernier. Il avait des millions de fans, notamment chez les plus jeunes en France. Et ces clips ont été retirés d'Internet et retirés de son compte YouTube. On ne peut plus y accéder. L'un des médias spécialisés dans le rap, Rap-Plume, a mis comme message « Werenoi était musulman ». Nous vous invitons à écouter le moins possible sa musique par respect pour sa foi. C'est aussi ce que disent, semble-t-il, ses proches. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut plus écouter de la musique par respect pour la foi? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Moi, je n'ai pas à commenter ce délire. C'est un délire.
Oui, c'est un délire de ne pas écouter la musique pour respect. C'est hors sujet. Merci beaucoup. Merci Tarek Obrou de répondre également sur cette question qui est donc affirmée au nom, soi-disant, de l'islam par les proches de Werenoi. Merci Tarek Obrou d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes le grand imam de Bordeaux. Merci pour votre transparence précisément ce matin. Il est 7h51.